Je vais vous présenter le mémoire et le projet en même temps. Le mémoire traite du bégaiement en tant que système de création et de fabrication. Le projet de diplôme questionne l'habitat au travers d'un regard bégayant. Je vais vous présenter 4 fois le diplôme, en prenant à chaque fois un trajet différent. Le premier trajet sera une introduction du diplôme à travers une petite expérience. Les 3 autres trajets questionneront l'habitat domestique selon une méthode bégayante que je définis dans le mémoire. Le sujet du mémoire est le bégaiement. Le bégaiement est une répétition hésitante, ralentie, saccadée, contenant de la différence. Au début, j'ai commencé le mémoire en photographiant en rafale tous les éléments supposés bégayer autour de moi. Les séquences photographiées, je les ai animées sur l'ordinateur et j'ai obtenu une trentaine de séquences animées bégayantes. Je les ai organisées selon leurs mouvements, leur rythme, leurs conséquences, leurs possibles applications en 6 familles de bégaiements. Ici, nous voyons le bégaiement structurant. C'est un bégaiement qui fonctionne par des réactions en chaîne. Il serait normé, prévisible et rigoureux. On trouve ce bégaiement dans le jeu J'en ai marre, Marabout, Bout de ficelle, Selle de cheval. Chaque idée amène une nouvelle idée. On ne sait pas où l'on va, mais le processus est familier. On y cherche le déséquilibre sur une ligne droite, par l'association de termes mis en écho. On retrouve ce système d'association d'idées dans le jeu surréaliste du cadavre exquis. J'ai eu envie, en parallèle du mémoire, de faire une petite expérience. Essayer le jeu du cadavre exquis sur un objet. Je voulais savoir ce qui se passait si je décompose un objet et que je le recompose selon la règle du jeu. J'ai choisi un gant et je demande à 3 personnes de participer. François, Amy et Vaiana. Nous avons tous les 3 un plan de jeu identique. 3 vues d'une main. Cette main, je la découpe en 4 parties. Doigt dessus, main dessus, paume, doigt dessous. Le jeu démarre. Chacune des personnes dessine la première partie, les doigts au-dessus. Dès que le dessin se finit, nous mettons un cache et laissons dépasser 1 mm d'information de notre dessin. Nous envoyons le document à la personne de droite et nous continuons le dessin de cette personne en s'inspirant du millimètre qui dépasse. Et ainsi de suite. Ce qui m'intéresse dans ce gant, c'est d'avoir décomposé, puis recomposé un objet selon une règle établie et d'obtenir un résultat cohérent. Cette cohérence est la conséquence du millimètre d'articulation et du relais de l'idée. Le sujet du mémoire est le bégaiement. Le bégaiement est une répétition hésitante, ralentie, saccadée, contenant de la différence. Au début, j'ai commencé le mémoire en photographiant en rafale tous les éléments supposés bégayer autour de moi. J'ai organisé les séquences animées, construites à partir de ces photos, selon leurs mouvements, leur rythme, leurs conséquences, leurs possibles applications, en 6 familles de bégaiements. Nous voyons ici 2 bégaiements. En haut, le bégaiement déclencheur. En bas, le bégaiement handicap. Le bégaiement déclencheur est une répétition qui amplifie l'énergie de chaque action répétée, tel le tube de néon. Le bégaiement déclencheur
serait un langage impulsif, dynamique, permettant la naissance d'une idée. Il est instinctif et créateur. Le bégaiement handicap est une répétition qui rate et qui tourne en rond. Il produit un langage maladroit, instable et incontrôlé. Il peut créer un univers comique, voire burlesque, et par la répétition induit une idée d'infini. À la fin du mémoire, je définis le bégaiement comme un processus de création et de construction. Je vais vous lire le dernier paragraphe de la conclusion du mémoire, page 139, qui définit la méthode bégayante. Un principe qui relève d'une forme de bégaiement peut servir de point de départ à l'élaboration d'un processus réflexif ou d'un système constructif. À partir d'un fragment, d'un détail, d'un mot, le bégaiement peut déboucher sur des structures complexes. Combinant et manipulant les signes et les références, le langage bégayant ne cesse de dériver. Le système créé devient mobile, fluctuant, perpétuellement en mouvement. Réactif à tout élément extérieur, il fonctionnerait à la manière d'un circuit imprimé, où un élément étranger vient stimuler un court-circuit. Le système accepte donc les défauts et une dimension aléatoire. Le système bégayant se définit alors comme une série de réactions en chaîne. Par le glissement constant d'un niveau de référence vers un autre, le processus ignore ce qu'il va produire. C'est un processus infini auquel on ne met un terme qu'en prenant la décision de s'en extraire. Pour le projet de diplôme, j'utilise la méthode bégayante créée pour questionner l'habitat domestique. Je questionne l'habitat car, à travers divers travaux d'architectes, de designers et d'artistes sur l'habitat, j'ai remarqué qu'ils décomposaient et recomposaient l'habitat selon une méthode établie de conception. Le bégaiement, qui serait un système qui décompose et recompose un langage existant, peut plus facilement s'appliquer pour questionner l'habitat. Première expérience. J'ai demandé à 5 élèves de l'école, Émy, Hélène, Juliette, Jean et Julien, d'aménager un plan d'habitation selon les règles du cadavre exquis. Le plan de 80 mètres carrés est divisé en 360 cases de 50 cm sur 50 cm. Chacun son tour, nous découpons dans un magazine, Ikea, Habitat, Redoute, une partie d'un meuble. Nous collons notre échantillon, nous le cachons en laissant dépasser 1 mm de chaque côté. Une seconde personne arrive, s'inspire du millimètre et colle une nouvelle image. Ainsi de suite. À la fin, nous retirons tous les caches et nous obtenons un aménagement très complexe. Dans l'expérience du gant, j'ai vu que l'élément qui coordonne l'ensemble de l'expérience était le millimètre qui dépassait. Ce millimètre a servi d'élément articulateur aux idées. Pour interpréter cette expérience, je vais prendre des échantillons du plan que je vais référencer, puis confronter aux mémoires pour me permettre de continuer la dérive. L'échantillon qui m'intéresse est le millimètre d'image visible autour du cache. J'interprète cet échantillon par la référence. Werner Neckes, vidéaste allemand, met un rectangle noir au centre de l'image. Dans sa théorie du kiné, le périmètre de l'image suffit pour donner sens à l'image et à l'histoire du film. Bruce Nauman a dessiné, lui, un rectangle blanc au sol. Il s'est ensuite filmé en train de se mouvoir autour du carré. Il s'arrêtera quand il tombera d'épuisement. Vivre et circuler autour d'un carré correspond également à la structure du cloître. Une fois ces références trouvées, je les confronte aux mémoires.
Dans le mémoire, le bégaiement handicap est une répétition qui tourne en rond. Par exemple, la musique répétitive utilise la technique de la bande. Les artistes mettent en boucle les segments de musique, d'enregistrement, de voix qui se répètent infiniment. Pour classifier et définir les perturbations verbales du bégaiement, les médecins utilisent une phrase simple. Je mange une pomme. Le bégaiement peut être hésitant. On répète alors une syllabe. Je mange une pomme. Ou la première lettre d'un mot. Je mange une pomme. Ici, le bégaiement est la répétition en boucle de l'ensemble de la phrase. Je mange une pomme, 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 je mange une pomme. Ce pourrait être également la forme d'un certain quotidien. Je mange, je me lave, je dors. 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 Ici, je vis alors en boucle. Que se passe-t-il si l'habitat est à l'image de cette vie répétitive? Pour répondre à cette question, je vais faire une expérience. Je vais faire vivre en rond un personnage dans une maison en forme de boucle. Pour cela, je demande à 24 élèves de l'école de participer à l'expérience sous la forme d'un grand cadavre exquis. Les 24 élèves sont assis autour de 24 tables formant un carré. Une feuille avec un plan de jeu est devant chaque élève, soit 24 feuilles. Chaque feuille est un plan avec une vue de dessus et 2 vues de côté de la maison. La maison est un couloir de 60 cm de large, faisant le tour d'un carré de 7 mètres de côté. Cette bande de couloir est divisée en 24 cases, ce qui correspond aux 24 heures d'une journée. Chaque case est une heure de la journée. 20h, 21h, 21h, 22h, 22h, 23h, 23h, 24h, etc. Le personnage va vivre dans toutes les cases heure par heure. Chaque élève a 5 minutes pour déterminer puis dessiner ce qui se passe dans une case. Dans la première vue de côté, nous dessinons le personnage avec son mobilier. Dans l'autre vue de côté et la vue de dessus, nous ne dessinons que le mobilier. Sous les dessins, nous écrivons l'histoire de la case. À la fin des 5 minutes, les élèves arrêtent et échangent leurs feuilles. Ils ont ensuite 5 minutes pour continuer l'histoire du voisin en dessinant la case suivante. Toutes les 5 minutes, pendant 24 fois, nous procédons ainsi. À la fin, nous obtenons 24 histoires, 24 aménagements, tous différents. Une fois l'expérience finie, j'interprète par la référence. La découpe de l'espace par le temps a généré le dessin d'un mobilier filaire, mais également d'un mobilier structurant. Chaque case est devenue une pièce qui raconte le moment d'une journée. Nous avons utilisé les cases comme des gloses. Chaque dessin est devenu l'annotation d'un détail de la vie du personnage. L'échantillon est un carottage du plan. Cette bande d'1 millimètre de large correspond à la ligne de rencontre des images. J'interprète cet échantillon par la référence. Ici, l'interstice serait soigné. La fracture de l'os est reliée par des broches. L'interstice appelle un nouvel objet qui regroupe et associe 2 éléments possédant le même sens. Dans la phrase bégayante, je, je, si je soigne les vides en gardant le sens de la phrase, cela donnerait je demande à manger un germe d'asperge. Je remplis les vides par d'autres syllabes. Elles me permettent de garder le sens de la phrase. Dans l'habitat, je veux savoir ce qui se passe si je découpe l'espace et que je soigne les coupures en gardant le sens du lieu.
Pour répondre à cette interrogation, je fais une expérience. Je découpe l'intérieur d'une maison et son mobilier. Puis, j'écarte les coupures. Je demande à 3 élèves, Dimitri, Maï et Olivier, de soigner avec un stylo noir et du correcteur blanc le mobilier découpé. Nous avons 4 minutes pour soigner une coupure. Toutes les 4 minutes, nous échangeons nos dessins pour soigner une nouvelle coupure. Nous soignons une table, un salon, puis une chambre. J'interprète l'expérience par la référence. Dans différents dessins, nous avons soit affirmé une fonction, corrigé un défaut, accentué un usage, repensé une structure ou ajouté un manque à un objet. Au final, nous obtenons une transformation de l'objet par une découpe, par le rajout d'un nouvel objet, par la déformation ou la répétition de l'objet. Ici, 2 échantillons m'intéressent. Le premier est l'addition des carottages. Ce type de structure tranchée nous renvoie vers des formes d'habitat découpées. Par exemple, les dessins numériques de structures architecturales. Le deuxième échantillon est l'interstice entre 2 images. Cet interstice, dans l'expérience du cadavre exquis, permet le relais de l'idée. Les 2 échantillons correspondent au bégaiement déclencheur décrit dans le mémoire. La répétition d'une syllabe permet le déclenchement du mot. Je mange. Le bégaiement a un rôle de transformation. Le passage de la syllabe au mot. Dans l'habitat, le bégaiement pourrait avoir le rôle du passage d'un lieu vers un autre. Pour essayer de répondre à cette interrogation, je fais une expérience. Je veux savoir comment on passe de la rue à mon lit par le bégaiement. Comment on passe de la rue à mon lit en une interstice. Comment on passe de la rue à mon lit en 4 interstices. Comment on passe de la rue à mon lit en 8 interstices. Je demande à 3 personnes, Diana, Nicolas et Thomas, de participer à l'expérience. Sur 3 feuilles de jeu, la rue et la chambre sont séparées par 1, 4, puis 8 interstices. Sous chaque axonométrie, il y a un personnage. Il est noir dans la rue et doit devenir blanc dans le lit, en 1, 4, puis 8 étapes. Chacun son tour, nous dessinons la transformation du personnage, puis ce qui se passe dans l'interstice correspondant, ainsi de suite jusqu'au lit. J'interprète l'expérience par la référence. Cette expérience découpe l'espace en tranches. Chaque tranche est remplie et contient une action isolée, soit un objet. Dans l'habitat tranché, chaque tranche correspond à une fonction de la maison. La progression par étapes produit un processus déterminé de transformation. Dans le dessin des chairs, on passe du canard au poisson. Un moment, dans la méthode bégayante, un élément extérieur vient créer une rupture dans le processus. À ce moment, je me suis replongé dans des écrits sur l'habitat et l'espace. Lecture de textes du Manhattan Transcript de Tschumi, des textes d'Eiserman,
et des textes sur le Modular. J'ai comparé certains éléments théoriques aux expériences que j'ai menées. Les éléments en confrontation ont fait naître plusieurs hypothèses sur l'habitat. Première hypothèse. L'habitat contient autant d'espace que de temps. Dans certaines expériences, la dimension du temps apparaît aussi importante que la dimension de l'espace. Le temps articule et structure l'espace jusqu'à obtenir autant de temps que d'espace. Le principe, le temps découpe l'espace. Une journée contient 86 400 secondes. Si 1 cm correspond à 1 seconde, alors l'espace ferait 86 400 cm. Il serait découpé en secondes. Je vais appliquer pour le diplôme cette hypothèse et ce principe sur un objet archétypal de la maison, la table. Avec Amy et Sébastien, nous allons utiliser le système bégayant pour concevoir une table. Nous allons répéter plusieurs fois un principe de cause à effet. Nous commençons par établir une grille de temps qui découpe l'espace. Nous choisissons le moment du repas. Nous prenons comme échelle 5 cm pour 30 secondes. Un repas de 40 minutes mesurera 4 mètres, soit 80 tranches de temps. Nous établissons les caractéristiques d'un repas. Nous en choisissons 5. Le son pendant le repas, le mouvement au cours du repas, le temps de manger, les temps de relaxation, le poids du repas. Nous allons remplir la grille en dessinant 5 courbes correspondant aux intensités et aux 5 caractéristiques d'un repas. Chacun de nous 3 avons dessiné ces courbes pendant 3 repas. Nous les avons réunies et nous avons défini 5 courbes types de repas. Les 5 courbes en haut représentent le son, le mouvement, l'action de manger, la relaxation, le poids du repas. Nous avons interprété chaque courbe en 4 nouveaux éléments. La hauteur des plateaux, la quantité de soutenance, la largeur des plateaux, la qualité des matériaux pouvant correspondre à la représentation des courbes. Pour continuer, nous avons déterminé un scénario de repas. Son, relaxation, mouvement, manger, poids, son, relaxation, poids, manger, mouvement, relaxation, mouvement, son, relaxation. Chaque caractéristique correspond à un segment de temps, donc un segment de courbe. Nous rassemblons en une courbe tous les bouts de courbe correspondant au scénario. Nous rassemblons également les échantillons correspondant aux caractéristiques de la table. Cette courbe, nous la mettons en volume, en fonction des fragments de hauteur, des largeurs de plateau et des quantités de soutenance que nous avons déterminées dans les courbes précédentes. Nous réduisons la hauteur de plateau en 3 niveaux, haut, moyen, bas. Nous associons les qualités des matériaux définis dans les courbes sur les volumes. Nous réduisons la largeur des plateaux. Nous disséquons les plateaux en 5 couches de sens, couche texture contact, couche sens coloré, couche qualité graphique toile, couche opacité transparence, couche plateau de soutenance. Nous confrontons le niveau de recherche avec les courbes de départ. Première synthèse de l'ensemble au travers d'une expression structurelle des matériaux.
Nous essayons d'articuler chaque plateau selon un principe de maille. Ensuite, nous réduisons l'ensemble de la table à 3 matériaux. Pied, structure plateau, sens du plateau. Nous réduisons l'ensemble des plateaux en 2 types de plateaux, sens et structure, rigide et souple. Puis, nous réduisons l'ensemble à 2 couleurs, 2 matières, 2 types de pieds. Nous obtenons ainsi une table structurée, selon un scénario construit d'après une échelle de temps. Malgré la succession de synthèses, la table correspond toujours au même scénario. Son, relaxation, mouvement, manger, poids, son, relaxation, poids, manger, mouvement, relaxation, mouvement, son, relaxation. Nous avons obtenu une synthèse des fonctions, une synthèse des matières, une synthèse formelle. Cette déconstruction et reconstruction par le temps implique une isolation du moment, une isolation de l'action, une isolation du contexte, une isolation de l'usage. J'ai construit une maquette échelle 1 d'un fragment de la table. Cet échantillon permet dans un contexte réel d'isoler un moment, une action, un usage. Elle devient ainsi un fragment de table, un fragment de diplôme, un fragment de réalité. Le sujet du mémoire est le bégaiement. Le bégaiement est une répétition hésitante, ralentie, saccadée, contenant de la différence. Au début, j'ai commencé le mémoire en photographiant en rafale tous les éléments supposés bégayer autour de moi. J'ai organisé les séquences animées, construites à partir des photos, selon leurs mouvements, leur rythme, leurs conséquences, leurs possibles applications en 6 familles de bégaiements. Ici, nous avons le bégaiement impulsif et le bégaiement hésitant. En haut, le bégaiement impulsif. Il correspondrait à une forme de langage plus primitif. En combinant peu de signes, il permet le codage de données, mais n'est appréhensible en dehors de ces codes. Le bégaiement hésitant serait toujours à la recherche d'un équilibre. Contrôlant ses premières impulsions, il se donne le temps de trouver le mot juste. À la fin du mémoire, je définis le bégaiement comme un processus de création et de construction. Je vais vous lire le dernier paragraphe de la conclusion du mémoire, page 139, qui définit la méthode bégayante. Un principe qui relève d'une forme de bégaiement peut servir de point de départ à l'élaboration d'un processus réflexif ou d'un système constructif. À partir d'un fragment, d'un détail, d'un mot, le bégaiement peut déboucher sur des structures complexes. Combinant et manipulant les signes et les références, le langage bégayant ne cesse de dériver. Le système créé devient mobile, fluctuant, perpétuellement en mouvement. Réactif à tout élément extérieur, il fonctionnerait à la manière d'un circuit imprimé, où un élément étranger vient stimuler un court-circuit. Le système accepte donc les défauts et une dimension aléatoire. Le système bégayant se définit alors comme une série de réactions en chaîne. Par le glissement constant d'un niveau de référence vers un autre, le processus ignore ce qu'il va produire. C'est un processus infini auquel on ne met un terme
qu'en prenant la décision de s'en extraire. Pour le projet de diplôme, j'utilise la méthode bégayante créée pour questionner l'habitat domestique. J'ai demandé à 5 élèves de l'école d'aménager un plan d'habitation selon les règles du cadavre exquis. Le plan de 80 mètres carrés est divisé en 360 cases de 50 cm sur 50 cm. Chacun son tour, nous découpons dans un magazine une partie d'un meuble. Nous collons notre échantillon, nous le cachons en laissant dépasser 1 mm de chaque côté. Une seconde personne arrive, s'inspire du millimètre et colle une nouvelle image. Ainsi de suite. À la fin, nous retirons tous les caches et nous obtenons un aménagement très complexe. Dans l'expérience du gant, j'ai vu que l'élément qui coordonne l'ensemble de l'expérience était le millimètre qui dépassait. Ce millimètre a servi d'élément articulateur aux idées. Pour interpréter cette expérience, je vais prendre des échantillons du plan que je vais référencer, puis confronter aux mémoires pour me permettre de continuer la dérive. L'échantillon qui m'intéresse est le millimètre d'image visible autour du cache. Werner Neckes, vidéaste allemand, met un rectangle noir au centre de l'image. Bruce Nauman a dessiné un carré blanc au sol. Dans le mémoire, le bégaiement handicap est une répétition qui tourne en rond. Par exemple, la musique répétitive utilise la technique de la bande. Les artistes mettent en boucle des segments de musique, d'enregistrement, de voix qui se répètent infiniment. Ici, le bégaiement est la répétition en boucle de l'ensemble de la phrase. Je mange une pomme, je mange une pomme, je mange une pomme. Ce pourrait être également la forme d'un certain quotidien. Je mange, je me lave, je dors. Je mange, je me lave, je dors. Je mange, je me lave, je dors. Que se passe-t-il si l'habitat est à l'image de cette vie répétitive? Pour répondre à cette question, je vais faire une expérience. Je vais faire vivre en rond un personnage dans une maison en forme de boucle. Pour cela, je demande à 24 élèves de l'école de participer à l'expérience sous la forme d'un grand cadavre exquis. Chaque case représente chaque heure de la journée et chaque élève dessine une des heures de la journée en se relayant. À la fin, nous obtenons 24 histoires, 24 aménagements, tous différents. Une fois l'expérience finie, j'interprète par la référence. La découpe de l'espace par le temps a généré le dessin d'un mobilier filaire et d'un mobilier structurant. Chaque case est devenue une pièce. Chaque case est devenue une action. Donc, chaque action a un espace. L'échantillon qui m'intéresse est le millimètre d'interstice entre chaque carré. Cet interstice permet l'articulation des images. J'interprète cet échantillon par la référence. L'interstice devient l'articulation des différents espaces d'activité de la maison. Par exemple, la cloison d'une cuisine américaine permet le lien entre le salon et la cuisine. Dans un bégaiement, ce serait l'intersection de deux phrases bégayantes. L'une serait « je lave ». La seconde, je mange. L'intersection des deux phrases donnerait je la mange. Dans la maison, si chaque activité d'une pièce produirait une onde, l'intersection de ces ondes donnerait la forme à l'interstice. Pour savoir quelle forme a cet interstice, je fais une expérience. Je demande à ma cousine, comédienne, de mimer les différentes activités de la maison. Manger, dormir, se relaxer, se laver, aller aux toilettes.
Je photographie, toutes les secondes, vues de haut, les mouvements de ma cousine. J'anime les photos en gardant à chaque fois le fantôme de ma cousine. Ici, nous avons en animation se laver et cuisiner. Les formes dessinées par l'accumulation des corps correspondent à une représentation en 2 dimensions des activités de la maison. Une fois que j'ai obtenu une forme par activité, je les assemble de manière à faire apparaître une interstice. J'essaie différentes combinaisons avec 2, 3, 4 activités. Je les regroupe, les aligne, les superpose. J'essaie également de faire émettre une onde aux formes d'activité. Ces ondes perdent leur intensité en s'écartant du centre. En superposant ces ondes, l'interstice devient flou. J'interprète l'expérience par la référence. Nous avons ici un assemblage d'activités, chambre, cuisine, salon, dans certains petits logements au Japon. On retrouve une articulation de ce type de forme dans certains projets d'architecture, qui combinent entre eux les espaces. L'échantillon qui m'intéresse sont les millimètres d'interstice entre chaque bande d'images. J'interprète l'échantillon par la référence. Dans le cinéma, entre chaque image de la pellicule cinématographique, il y a un vide. Quand la pellicule est en mouvement, le vide disparaît. Une seule image apparaît. Chez certains artistes bègues, le bégaiement ne se manifeste pas quand ils chantent ou interprètent un rôle. Le bégaiement je, maman, je, une, popo, me est sur une bande. Si je mets en mouvement cette bande, j'obtiens je mange une pomme. Peut-on obtenir une image unique du meuble de rangement en mettant en mouvement sur une bande tous les meubles de rangement que l'on trouve dans le commerce? Pour répondre, je fais une expérience. Je prends les photos de vue de face de tous les meubles de rangement que l'on trouve dans les magazines et les catalogues. Chaque meuble devient une image sur une pellicule. Je mets en mouvement la pellicule et j'essaie d'obtenir une seule image. Je photographie le film pour avoir une image fixe. J'obtiens une série de photos de meubles fusionnés. Je veux aller plus loin, jusqu'à faire ressurgir l'essence même du meuble de rangement. Je prends chaque photo de meubles fusionnés et je les anime. J'essaie d'obtenir une seule image. Je photographie le film et j'obtiens des clichés proches de la radioscopie d'un squelette archétypal du meuble de rangement. J'interprète cette expérience par la référence. Certaines photos ressemblent à des échafaudages. Structure complexe, remplie de vide. Les radiographies font apparaître une structure complexe qui s'accumule, se fusionne ou s'additionne selon une règle rationnelle. On retrouve le même principe d'expérience chez les artistes d'Ocean UK. Ils introduisent dans un système informatique des données de nombreuses chaises pour obtenir une forme archétypale. À un moment, dans la méthode bégayante, un élément extérieur vient créer une rupture dans le processus. À ce moment, je me suis replongé dans des écrits sur l'habitat et l'espace. J'ai comparé certains éléments théoriques
aux expériences que j'ai menées. Les éléments en confrontation ont fait naître plusieurs hypothèses sur l'habitat. L'hypothèse. L'habitat contient autant d'espace que d'actions. Si nous faisons 3000 actions dans l'habitat, il y aura 3000 espaces. Le principe est de penser l'habitat image par image. L'image par image permet d'isoler le moment d'action de son contexte. L'habitat n'est pas alors composé, mais assemblé, prise de vue par prise de vue. Si une journée contient 3000 actions, on admet une image par action, le film d'une journée contiendrait 3000 images séquentielles. Dormir contiendrait 280 images séquentielles. Manger contiendrait 1400 images séquentielles. Se laver contiendrait 720 images séquentielles. Penser l'habitat image par image consisterait à dessiner le mobilier de chaque action provoquée par les mouvements de ma cousine. L'accumulation de chaque dessin formerait le mobilier de l'habitat image par image. Je choisis un objet archétypal, la table, pour illustrer ma démarche. Avec deux élèves de l'école, Hélène et Cécile, nous avons choisi le moment du repas. Nous avons déterminé une échelle. Une image toutes les 15 secondes. Soit 45 images pour 10 minutes de repas. Hélène et Cécile ont mimé 10 minutes de repas. Toutes les 15 secondes, j'ai photographié. J'ai obtenu 45 actions de repas. Nous avons ensuite dessiné une table par image. Nous avons obtenu 45 tables différentes. Nous avons superposé, puis aplati toutes ces tables, et nous avons obtenu la table pensée image par image. C'est une table complexe et floue. À chaque fois que nous l'utilisons de façon précise, la fonction devient alors visible et évidente. Pour simplifier, nous ne superposons que 2 ou 3 tables. Nous essayons de dessiner les tables correspondant à chaque superposition. Nous interprétons par le dessin. Tous les dessins, nous les classons et nous obtenons 4 systèmes de tables. Premier système, les fonctions de la table sont aplaties, tel un terrain de sport où lignes de basket, de tennis et de hand sont superposées. Second système, la table est multifonction. Les fonctions sont déterminées par l'architecture de la table. Troisième système, la table est multifonction, mais ici les fonctions sont dévoilées par la transformation de la table. Le quatrième système, la table a une fonction selon son positionnement dans l'espace. Par ces 4 types de tables, nous avons déterminé une grammaire de l'image par image. Nous allons maintenant déterminer son vocabulaire. Nous reprenons les 45 dessins de table et nous les regroupons selon leur ressemblance en 8 familles. La table sur table, la table corps, la table surprise, la table dedans, la table autour, la table cheval, la table nomade, la table en haut. Nous déterminons les caractéristiques de chaque famille. Nous dessinons la table type de chaque famille et nous créons une icône pour chaque table. Nous obtenons ainsi le vocabulaire de la table image
par image. Nous allons assembler ces icônes de table selon les 4 principes d'assemblage que nous avons déterminés précédemment. Nous superposons, additionnons, fusionnons chaque table, chaque action. Nous obtenons une table complexe qui prend son sens par l'utilisation. Cette déconstruction et reconstruction image par image implique une isolation du moment, une isolation de l'action, une isolation du contexte, une isolation de l'usage. J'ai construit une maquette échelle 1:1 d'un fragment de la table. Cet échantillon permet dans un contexte réel d'isoler un moment, une action, un message, un usage. Elle devient ainsi un fragment de table, un fragment de diplôme, un fragment de réalité. Le sujet du mémoire est le bégaiement. Au début, j'ai commencé le mémoire en photographiant en rafale tous les éléments supposés bégayer autour de moi. J'ai organisé les séquences animées construites à partir de ces photos selon leurs mouvements, leur rythme, leurs conséquences, leurs possibles applications en 6 familles de bégaiement. Ici, nous avons le bégaiement efficace. Il serait plus affirmatif ou autoritaire. Les enchaînements systématiques induisent ici conviction et domination. À la fin du mémoire, je définis le bégaiement comme un processus de création et de construction. Je vais vous lire le dernier paragraphe de la conclusion du mémoire, page 139, qui définit la méthode bégayante. Un principe qui relève d'une forme de bégaiement peut servir de point de départ à l'élaboration d'un processus réflexif ou d'un système constructif. À partir d'un fragment, d'un détail, d'un mot, le bégaiement peut déboucher sur des structures complexes. Combinant et manipulant les signes et les références, le langage bégayant ne cesse de dériver. Le système créé devient mobile, fluctuant, perpétuellement en mouvement. Réactif à tout élément extérieur, il fonctionnerait à la manière d'un circuit imprimé, où un élément étranger vient stimuler un court-circuit. Le système accepte donc les défauts et une dimension aléatoire. Le système bégayant se définit alors comme une série de réactions en chaîne. Par le glissement constant d'un niveau de référence vers un autre, le processus ignore ce qu'il va produire. C'est un processus infini auquel on ne met un terme qu'en prenant la décision de s'en extraire. Pour le projet de diplôme, j'utilise la méthode bégayante créée pour questionner l'habitat domestique. J'ai demandé à 5 élèves de l'école d'aménager un plan d'habitation selon les règles du cadavre exquis. Le plan de 80 mètres carrés est divisé en 360 cases de 50 cm sur 50 cm. Chacun son tour, nous découpons dans un magazine une partie d'un meuble. Nous collons notre échantillon, nous le cachons en laissant dépasser 1 mm de chaque côté. Une seconde personne arrive, s'inspire du millimètre et colle une nouvelle image. Ainsi de suite. À la fin, nous retirons tous les caches et nous obtenons un aménagement très complexe. Dans l'expérience du gant, j'ai vu que l'élément qui coordonne l'ensemble de l'expérience était le millimètre qui dépassait. Ce millimètre a servi d'élément articulateur aux idées.
Pour interpréter cette expérience, je vais prendre des échantillons du plan que je vais référencer, puis confronter aux mémoires pour me permettre de continuer la dérive. L'échantillon qui m'intéresse est le millimètre d'image visible autour du cache. Werner Neckes, vidéaste allemand, met un rectangle noir au centre de l'image. Bruce Nauman a dessiné un carré blanc au sol. Dans le mémoire, le bégaiement handicap est une répétition qui tourne en rond. Par exemple, la musique répétitive utilise la technique de la bande. Les artistes mettent en boucle des segments de musique, d'enregistrement, de voix qui se répètent infiniment. Ici, le bégaiement est la répétition en boucle de l'ensemble de la phrase. Je mange une pomme, je mange une pomme, je mange une pomme. Ce pourrait être également la forme d'un certain quotidien. Je mange, je me lave, je dors. Je mange, je me lave, je dors. Je mange, je me lave, je dors. Que se passe-t-il si l'habitat est à l'image de cette vie répétitive? Pour répondre à cette question, je vais faire une expérience. Je vais faire vivre en rond un personnage dans une maison en forme de boucle. Pour cela, je demande à 24 élèves de l'école de participer à l'expérience sous la forme d'un grand cadavre exquis. Chaque case représente chaque heure de la journée et chaque élève dessine une des heures de la journée en se relayant. À la fin, nous obtenons 24 histoires, 24 aménagements, tous différents. Une fois l'expérience finie, j'interprète par la référence. La découpe de l'espace par le temps a généré le dessin d'un mobilier filaire et d'un mobilier structurant. Chaque case est devenue une pièce. Chaque case est devenue une action. Donc, chaque action a un espace. L'échantillon est un carottage du plan. Cette bande d'1 millimètre de large correspond à la ligne de rencontre des images. J'interprète cet échantillon par la référence. Ici, l'interstice est rempli. Bruce Nauman est entre deux parois. Ce qui est dans l'interstice fait abstraction du sens de ce qui l'entoure, de ce qui l'environne. Dans la phrase bégayante, je mange, si je remplis le vide entre les syllabes, sans prendre en compte le sens de la phrase, cela donne je m'en jouer, m'en planter, m'en gratter, m'en dormir, m'en balader, je. Dans l'habitat, je veux savoir ce qui se passe si je découpe l'espace et que je remplisse les zones vides sans prendre en compte le sens du lieu. Pour répondre à cette interrogation, je fais une expérience. Je découpe l'intérieur d'une maison et son mobilier, puis j'écarte les coupures. Je demande à une élève, Hélène, de remplir avec moi sur l'ordinateur les zones vides obtenues. Chacun son tour, nous remplissons un vide d'une pièce. Puis nous passons le dessin à chaque vide rempli. Nous remplissons les vides d'une table à manger, d'un salon, puis d'une chambre. Nous interprétons l'expérience par la référence. Malgré le non-sens du dessin dans un contexte donné, la résonance de chaque dessin vis-à-vis du lieu lui redonne un sens nouveau. Un objet censé être perturbateur
devient dans ce contexte un objet articulateur. L'échantillon qui m'intéresse sont les trous dans les magazines. Après l'expérience de l'aménagement, je me suis retrouvé avec plein de trous dans mes magazines. J'interprète l'échantillon par la référence. Gordon Matta Clark a découpé des bouts de carrés dans des maisons. Il y laisse un vide. Il achète également de minuscules parcelles de terrain vide, où il est impossible de construire. Ce qui m'intéresse est le rapport entre le vide et le plein, entre l'oubli et l'activité. Le bégaiement peut être un oubli de lettres ou de syllabes dans les phrases. Je m'a, je, u, peu, me. Y a-t-il des vides dans l'habitat? Je fais une petite expérience pour répondre à cette question. J'ai demandé à 3 personnes, Cécile, Juliette, Amy, de photographier leur logement. Puis, sur Photoshop, de prendre l'outil gomme et d'effacer les zones leur paraissant ou nécessitant un vide. Je leur ai ensuite demandé d'effacer les vides des logements des autres personnes. Ici, nous voyons les toilettes et la cuisine d'Amy, effacées par 4 personnes. J'analyse l'expérience par la référence. Il peut y avoir 3 types de vide dans l'habitat. Le vide est la suppression d'un endroit de l'habitat. Le vide est une zone extraite et réutilisée d'une nouvelle manière. C'est ce qui se passe pour ce miroir. Le vide est simulé, par exemple, par de la lumière. Dans ces références, le vide participe à l'équilibre et à la vie de l'habitat. À un moment, dans la méthode bégayante, un élément extérieur vient créer une rupture dans le processus. À ce moment, je me suis replongé dans des écrits sur l'habitat et l'espace. J'ai comparé certains éléments théoriques aux expériences que j'ai menées. Les éléments en confrontation ont fait naître plusieurs hypothèses sur l'habitat. L'hypothèse: l'habitat contient autant d'actions que d'objets. Dans certaines expériences, nous avons remarqué qu'il y a pour un espace une action et pour une action un objet. Le principe est de dire que l'objet structure l'espace. Si l'habitat contient 3000 actions, il contiendrait alors 3000 objets. La somme des objets apparaissent denses et si présentes qu'ils pourraient structurer à eux tout seuls l'habitat. Je choisis un objet archétypal, la table, pour illustrer ma démarche. Je demande à 2 élèves, Juliette et Frédéric, de réfléchir avec moi sur ce que peut être une table structurant l'espace. Nous choisissons le moment du repas. Autour d'une table, nous nous réunissons, nous recherchons, nous référençons pour définir au final une échelle de présence de l'objet dans l'habitat. Je vous présente cette échelle.
50%, il n'y a pas d'objet. À 10%, l'objet n'a qu'une présence psychologique. Il est caché, à la manière de cette table de secours. À 20%, l'objet est visible et rangé. Ce serait le cas d'étagères ou de tables établies. À 30%, l'objet serait exposé proche d'un mur. À 40%, l'objet serait immobile sur une table, au centre d'une pièce, indépendant des murs. À 50%, l'objet serait en mouvement sur la table. Ceci correspondrait au moment du repas. À partir de ce moment, l'objet commence à chercher une autonomie. À 60%, il n'y a plus de table. L'objet est en suspension, mais il garde néanmoins les caractéristiques de la table, hauteur et fonction. Autour de 65%, l'objet structure la table. À 70%, les objets cherchent leur indépendance au sol. Nous voyons ici une tentative de faire vivre un repas au sol. À 80%, pour plus d'autonomie, l'objet quitte la maison. Il essaie de se mouvoir au sol en extérieur. À 90%, les objets quittent le sol et deviennent en suspension. À 100%, le monde disparaît. Il n'y a que l'objet, autour c'est le vide. Nous revenons à 88%, ce qui correspondrait aux limites de l'objet réalisable. Nous allons définir ce que serait une table en suspension structurant l'extérieur. La réponse, qui correspondrait à ce pourcentage, serait une table fragmentée et composée d'éléments du repas. L'assiette, les plats, les corbeilles, le plateau de fromage, le saladier, avec un pied chacun, seront des fragments de table. La table peut ainsi se répartir et structurer l'ensemble du terrain. Ici, ce serait un jardin. Les fragments de table sont des déformations d'objets archétypaux du repas. Ils se plantent dans le jardin. Nous avons obtenu une addition des fonctions, une addition des matières, une addition formelle. Cette déconstruction et reconstruction de l'espace par l'objet implique une isolation du moment, une isolation de l'action, une isolation du contexte, une isolation de l'usage. J'ai construit une maquette échelle 1 d'un fragment de la table. Cet échantillon permet, dans un contexte réel, d'isoler un moment, une action, un usage. Elle devient ainsi un fragment de table, un fragment de diplôme, un fragment de réalité. Pour conclure le diplôme, je vais vous lire une dernière fois le dernier paragraphe de la conclusion du mémoire, page 139. Un principe qui relève d'une forme de bégaiement peut servir de point de départ à l'élaboration d'un processus réflexif ou d'un système constructif. À partir d'un fragment, d'un détail, d'un mot,
le bégaiement peut déboucher sur des structures complexes. Combinant et manipulant les signes et les références, le langage bégayant ne cesse de dériver. Le système créé devient mobile, fluctuant, perpétuellement en mouvement. Réactif à tout élément extérieur, il fonctionnerait à la manière d'un circuit imprimé, où un élément étranger vient stimuler un court-circuit. Le système accepte donc les défauts et une dimension aléatoire. Le système bégayant se définit alors comme une série de réactions en chaîne. Par le glissement constant d'un niveau de référence vers un autre, le processus ignore ce qu'il va produire. C'est un processus infini auquel on ne met un terme qu'en prenant la décision de s'en extraire.